I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà. Bienvenue chers auditeurs, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Comme tous les premiers et troisièmes mardis du mois, je reçois un invité pour une heure de discussion autour d'un thème de société. Et cette semaine, il s'agit de Dominique Albertini, journaliste à Libération, qui vient nous présenter son nouvel ouvrage « La fachosphère, comment l'extrême droite remporte la bataille du net », paru aux éditions Flammarion et coécrit avec David Doucet, rédacteur en chef aux Inrecuptibles. Bonjour Dominique Albertini. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer une heure avec nous pour nous parler donc de votre nouveau livre La fachosphère. Alors vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de l'extrême droite et notamment du Front National, mais vous nous proposez aujourd'hui une enquête sur ce qu'on appelle la fachosphère. Alors peut-être avant d'aborder le fond du livre, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est la fachosphère et comment vous l'avez et pourquoi surtout vous avez choisi ce thème-là? Oui, bien sûr. La première chose à faire, c'est de définir le terme qui peut-être ne parle pas à tout le monde. On en donne une définition assez simple, peut-être pas satisfaisante, mais on en parlera après. La fachosphère, c'est l'extrême droite sur Internet. Tout simplement, l'extrême droite dans toute sa diversité, c'est une famille avec un certain nombre de chapelles qui d'ailleurs ne s'entendent pas toutes entre elles, ne sont pas toutes d'accord sur absolument tous les sujets, mais qui ont assez de points communs pour qu'on puisse les regrouper sous ce terme générique d'extrême droite. Et l'extrême droite sur Internet, parce que il n'a échappé à personne que c'est une famille qui est particulièrement dynamique sur Internet, qui est derrière de très nombreux sites qui cumule des audiences considérables, qui est très bien représenté sur les réseaux sociaux. Et c'est parce que ce phénomène est particulièrement évident aujourd'hui qu'on a voulu en parler. On a tous quelques affaires en tête où ce phénomène s'est manifesté. Je pense par exemple à l'annulation du concert du rappeur Black M à Verdun récemment. C'est une annulation qui a fait suite assez largement à la mobilisation de cette fachosphère contre ce concert. On en parle aussi bien sûr hors de France et notamment il y a eu beaucoup de choses dites et écrites sur l'influence qu'a eu ce milieu, alors non pas le français bien sûr mais l'américain, dans l'élection de Donald Trump. Voilà, donc avec David Doucet, on avait consacré un premier ouvrage à l'histoire du Front National et là il était tentant de continuer à travailler sur la même famille politique mais sous un angle plus contemporain et avec cette question très très actuelle de l'usage que fait Internet, qui est fait d'Internet par l'extrême droite. Alors c'est intéressant quand on lit votre livre parce que c'est vrai que a priori quand on s'intéresse à l'extrême droite, on s'imagine effectivement qu'il s'agit d'un bloc uniforme, mais en réalité quand on vous lit, on s'aperçoit que il existe énormément de chapelles éclatées dans la galaxie de l'extrême droite, parfois très antagonistes, parfois très opposées et finalement avec très peu de choses qui peut les rassembler. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est sur le terme même de fachosphère.
est-ce que la limite de cette appellation, finalement, ce n'est pas de rassembler au sein d'un même vocable des entités parfois extrêmement différentes, et si oui, qu'est-ce qui les unit? Quel est le plus petit dénominateur commun de ces différentes chapelles? Oui, ça c'est une vraie question. D'ailleurs, c'est la question par laquelle on commence le livre. On commence par mettre en discussion le terme de fachosphère. Alors déjà, pourquoi est-ce que nous on l'a utilisé? Tout simplement, on l'a utilisé parce que le terme s'est imposé, qu'il plaise ou pas, dans le débat public pour désigner ce phénomène. C'est pas nous qui l'avons inventé. Il est sur la place publique depuis quelques années, depuis peut-être la fin des années 2000, entre 2005 et 2008. Alors oui, vous le situez à 2008. Absolument, voilà, sous la plume de Daniel Schneiderman, qui est un journaliste spécialiste des médias et qui utilise très vite ce mot pour qualifier le phénomène qu'il voit monter sur Internet. Donc nous, on le reprend parce qu'à un moment, quand un mot est imposé à ce point par l'usage, ça devient très compliqué de faire semblant qu'il n'existe pas et d'en utiliser un autre pour désigner la même chose. Voilà, donc il a fallu qu'on parte de là. Ensuite, on le met en discussion. D'abord, c'est pas un terme scientifique, c'est un terme journalistique, si on veut. Donc ça veut pas dire qu'il est absolument idiot, mais ça veut dire qu'il n'a pas forcément la même rigueur qu'une définition scientifique. Et ensuite, il a cette limite que vous soulignez de rassembler sous un même mot des familles très diverses. Cela dit, cette limite, c'est exactement la même que celle de l'expression extrême droite. C'est aussi la même d'ailleurs que celle de l'expression droite, gauche, extrême gauche. C'est le propre des catégories politiques, que de regrouper des gens qui parfois sont assez éloignés les uns des autres. La condition pour qu'ils soient regroupés sous un même terme, c'est qu'ils aient suffisamment en commun tout de même pour représenter une même famille. Après, une famille, c'est divers, évidemment, et il peut y avoir des choses assez différentes à l'intérieur d'une même famille. Donc, les différences à l'intérieur de l'extrême droite, elles tiennent par exemple au rapport à l'État, au rapport à la religion, à la conception qu'on se fait de l'économie, à la conception qu'on se fait de la famille. Voilà, tout ça, c'est des points d'achoppement parfois assez durs entre eux. Cela dit, les points communs fondamentaux, ils sont sans doute plus importants. Et c'est ce qui explique que ces gens aient quand même pas mal de choses à se dire. S'il fallait vraiment aller au plus fondamental, je dirais que c'est globalement l'idée que la société est à l'image d'un organisme vivant. Voilà. La société, c'est une espèce de totalité organique qui fonctionne comme un organisme où chacun est à sa place, chacun a sa fonction. C'est un ensemble harmonieux, sauf lorsqu'il est menacé par des éléments extérieurs pathogènes, qui ont pris différentes figures dans le temps ou dans l'espace. Et ce sont ces éléments extérieurs pathogènes qui mettent en danger un ensemble qui, tant qu'on le laissait à lui-même, fonctionnait plutôt pas mal. Voilà. Donc ça, c'est un peu abstrait, mais très concrètement, ça se traduit par une valorisation extrême d'un peuple assez mal défini souvent, mais qui est censé concentrer en lui toute la raison, tout le bon sens et toute la vérité politique. Ce peuple, on l'oppose à des élites corrompues et corruptrices. On l'oppose à un monde extérieur, à des étrangers menaçants et agressifs. On l'oppose à des ennemis de l'intérieur qui ont beaucoup varié selon les époques. Et donc, il y a l'idée que tout ça constitue une sorte de décadence et que pour s'en extraire, il faut non pas tant se projeter vers un avenir à construire, mais plutôt revenir vers un passé un peu idéalisé qu'il s'agirait de ressusciter. Voilà, globalement, et peut-être de manière un peu abstraite, je m'en excuse, comment est-ce qu'on peut définir l'extrême droite. Et ça, c'est une vision que, au-delà de leurs différences, partagent les différents groupes dont on parle dans le livre, et c'est ce qui nous permet d'en faire une famille. Alors, opposition aux élites, au système, c'est un mot qu'on retrouve souvent dans le vocabulaire de ces groupements, et notamment, vous l'expliquez très bien en début de votre livre, une opposition aux médias. Et puisque vous avez été rencontrer les personnes qui se cachent derrière ces sites, et on va y revenir justement sur la méthode que vous avez utilisée, mais cette opposition aux médias, elle est très forte, et eux-mêmes d'ailleurs se qualifient de réinfosphère, comme si le milieu journalistique
à contrario, désinformer la population. Est-ce que vous diriez que c'est ça, finalement, qui lie ces différentes chapelles, en tout cas ceux qui utilisent les C'est clair que ça, c'est un point de rencontre très très fort entre eux. Ça, pour le coup, toutes les familles de cette extrême droite, cette fachosphère, partagent la détestation de ce qu'ils appellent les médias du système. Ça s'inscrit dans un phénomène plus large dont on parlait à l'instant, qui est la détestation des élites. Et les journalistes sont détestés en tant qu'ils représentent une certaine élite parmi d'autres. Il y a les élites politiques, les élites économiques, et puis il y a les élites médiatiques. Voilà. Et donc, ça part d'abord de cette détestation des élites, et ensuite de l'idée selon laquelle les médias seraient des adversaires politiques. C'est-à-dire qu'ils ne seraient pas tant journalistes que militants contre le Front National, contre ce qu'ils appellent les patriotes en général. Et donc, comme ce sont des adversaires, il est bien sûr urgent de les combattre et de les discréditer aux yeux de la population. Voilà l'origine de ce combat contre les médias, dont on a presque l'impression qu'il devient le combat prioritaire pour une partie de cette famille, qui effectivement fait de la réinformation. Alors, la réinformation, le terme est tellement répandu qu'en fait, nous on dira fachosphère et eux ils diront réinformation, mais c'est presque synonyme, quoi. C'est-à-dire que tous les gens qui gravitent dans ce milieu se considèrent eux-mêmes comme des réinformateurs. La vérité oblige à dire que souvent, ils ne réinforment pas grand-chose parce que leur méthodologie, notamment la vérification des faits, le croisement des sources, n'a pas grand-chose à voir avec celle des journalistes professionnels. Alors, vous parlez de la méthode. On va voir votre méthode aussi à vous, parce que alors c'est une enquête que vous avez menée sur 2 ans. Elle est intéressante dans le sens où, et c'était déjà le cas de votre précédent livre. On rappelle pour nos auditeurs que vous aviez déjà publié une histoire du Front National qui était parue chez Talandier, toujours avec votre co-auteur, donc David Doucet. Et là où c'est intéressant, c'est que vous prenez de la distance vis-à-vis de ces groupes pour poser les faits sans jugement moral. Et c'est peut-être ça aussi qui rend le livre peut-être un peu à part de pas mal d'autres livres qui sont sortis sur le sujet. Vous avez pris le parti d'aller rencontrer les personnes qui se cachent derrière ces sites. Alors déjà, comment on les fait parler alors même que ils ont effectivement, on vient de le rappeler, une détestation des médias mainstream, et pourtant vous avez réussi à leur faire expliquer leur parcours, leur méthode, etc. Comment on les aborde et surtout comment vous avez été reçus? Oui, alors c'est vrai que le point de départ de la démarche, c'est qu'à notre avis, les gens sont en demande d'information et pas de jugement. Donc on s'est dit dès le début qu'on n'était pas là pour forcément donner notre avis ou à formuler un verdict sur ces gens, mais plutôt de comprendre le phénomène. Et pour le comprendre, il était inévitable, nécessaire d'aller à la source et de faire parler ces gens. Comment on fait ? On avait écrit, vous l'avez dit, un premier livre sur le Front National, et ça nous avait déjà amené à rencontrer pas mal d'acteurs de ce milieu. Donc les relations, pour certaines, étaient déjà là. Voilà. Et comme le premier livre avait plutôt été bien reçu, plutôt jugé honnête, ça avait installé une confiance qu'on a utilisée pour aller de nouveau à la rencontre de ces gens pour ce deuxième livre et pour obtenir des informations. Et il se trouve que c'est un milieu, c'est pour ça aussi qu'on peut dire que malgré leurs différences, on parle d'une même famille. C'est un milieu où tout le monde se connaît un petit peu, ou en tout cas tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc si le courant passe bien avec une personne, votre réputation est faite, si j'ose dire, et il vous est beaucoup plus facile ensuite d'aller rencontrer de proche en proche d'autres acteurs qui vont vous parler et à leur tour vous mettre en relation avec leurs connaissances. Donc c'est un peu comme ça qu'on a procédé. Voilà. Et puis pour les gens qu'on n'arrivait pas à joindre par contact interposé, comme on fait un livre sur Internet, on les a contactés souvent par Internet, c'est-à-dire en utilisant les réseaux sociaux. Ils n'ont pas tous accepté quand même, on le regrette, mais il y a dans le livre quelques acteurs, je pense par exemple à Alain Soral, qui commence à être bien connu, qui n'a pas voulu nous répondre, mais la majorité des gens, c'est vrai, on peut les citer directement parce qu'on a parlé avec eux. Vous avez parlé avec eux et notamment, alors on va peut-être
envisager présenter un peu ces différentes familles et voir comment elles s'articulent et surtout quelle influence elles peuvent avoir, y compris sur finalement sur les médias mainstream, puisque on aurait tort de croire quand on vous dit, en tout cas on s'en rend compte que c'est un milieu fermé et clos sur lui-même, puisqu'il a un pouvoir d'influence. Alors et c'est en ce sens peut-être que Internet pour eux c'est un effet de levier. Finalement, est-ce que derrière ces sites, est-ce qu'il y a une organisation, une grande organisation, ou est-ce que Internet permet de leur donner, d'avoir cet effet loupe, de dire que finalement c'est quelques personnes qui arrivent à avoir une présence démultipliée par rapport à leur poids réel? Oui, alors là, la norme pour l'ensemble de cette famille, c'est quand même l'huile de coude. On parle de gens qui ont peu de moyens, qui font ça souvent à titre individuel derrière leur écran, ou à quelques-uns. Là, je parle de ceux qui animent un petit blog, voire ceux qui animent simplement une page Facebook ou un compte Twitter. Ça demande aucun moyen ou presque, ça demande sans doute un peu de temps. Parfois, on peut se contenter de reprendre des contenus qui ont été produits par d'autres. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un niveau amateur. Je dis pas ça de manière méprisante, mais je dis un niveau de gens qui font ça sur leur temps libre, sans moyens, et tout seul ou presque. Après, les phénomènes, les sites dont on parle dans le livre, ce sont des sites qui ont quand même passé un cap. On est un peu au-dessus du type tout seul chez lui derrière son écran. On est chez des gens qui ont des audiences parfois assez spectaculaires, plusieurs centaines de milliers, plusieurs millions de personnes. Là, je parle de gens comme Alain Soral ou de sites comme F de Souche. Là, on est sur des gens qui sont là depuis des années, qui sont bien installés, bien identifiés, qui travaillent en équipe et qui, pour Alain Soral notamment, commencent à avoir de sacrés moyens. Lui, par exemple, il en a parce qu'il vend beaucoup de produits dérivés et qu'il fait payer le visionnage des vidéos qu'il produit. Voilà. On a par exemple quelque chose qui s'appelle TV Liberté, qui est une télévision sur Internet. Elle diffuse uniquement sur YouTube, mais elle diffuse des journaux télévisés avec des gens en costume sur un plateau qui reçoivent des invités, qui les interviewent, qui sortent sur le terrain faire des reportages avec de vraies caméras, entre guillemets. Et ceux-là, ils ont des moyens aussi parce qu'ils ont fait des levées de fonds, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leurs spectateurs de leur donner de l'argent, et ces gens l'ont fait d'ailleurs. Donc ils ont quelques moyens et ça commence à devenir quelque chose en termes de moyens consacrés à leurs activités. Voilà. Et puis après, il y a un cas à part qui est celui du Front National, qui lui est un parti politique qui ne prétend pas jouer les journalistes, mais qui utilise très largement Internet pour faire sa promotion et qui le fait lui pour le coup avec des moyens qui sont modestes par rapport à ceux d'autres partis politiques français, mais qui sont quand même incomparablement supérieurs à ceux des sites dont on parle par ailleurs dans le livre. Oui, on va envisager ces différentes chapelles. La première, laquelle vous parlez dans votre livre, c'est le site dont vous l'avez cité tout à l'heure, le site F de Souche, et vous avez rencontré donc l'animateur de F de Souche, qui est Pierre Sautarel. Oui. Alors c'est un site effectivement que vous appelez le navire amiral de la fachosphère, qui diffuse à près de plus d'1 million de visiteurs par mois. Donc on voit bien l'importance quand même de ce site, et qui a été nommé par Le Figaro comme premier blog politique de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le F de Souche, sa spécificité, et quelles sont leurs méthodes et comment ils arrivent justement à capter et à fédérer finalement un peu toutes les tendances de la fachosphère ou de l'extrême droite? Oui, alors F de Souche, c'est un site qui existe depuis déjà 10 ans, un peu plus même. C'est donc vraiment un vieux routier de ce milieu-là. Le principe est très simple. C'est un site qui va aller reprendre sur d'autres sites, et souvent sur des sites d'information classiques, les sites des grands journaux, des informations, et qui va les publier chez lui. Voilà, avec quelques lignes et puis un lien vers la source originale. Ce qui distingue ce site, c'est que toutes les informations qu'il reprend, elles sont liées à l'immigration, à l'islam, au terrorisme ou à l'insécurité, et toutes ces informations présentent l'immigration et l'islam comme des choses très très mauvaises en soi, vraiment comme des sources de danger, et ne les présentent que comme ça. C'est-à-dire que quand vous passez un petit moment sur ce site, vous êtes bombardé d'informations qui toutes vont lier l'islam et l'immigration aux pires menaces que vous puissiez imaginer, et ne les présenter que comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun point de vue alternatif, rien qui vienne balancer ce tableau extrêmement angoissant
Et ce qui est original, c'est que les animateurs du site ne prennent pas presque jamais la parole eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas eux-mêmes aller écrire que immigration et islam sont des choses très mauvaises. Ils vont simplement publier des informations trouvées ailleurs, ce qui donne à l'ensemble une allure d'objectivité assez forte. Et c'est là toute l'astuce et puis toute l'intelligence d'ailleurs de ceux qui ont conçu ce site, parce que c'est extrêmement efficace et puis ça peut sembler inattaquable, puisqu'après tout on se contente de citer des informations produites par les journaux eux-mêmes. Oui, c'est ça, donc cette recette elle fonctionne depuis 10 ans environ. Elle attire effectivement une audience assez considérable et elle est assez fédératrice, parce que finalement l'islam et l'immigration, ce sont des thèmes qui sont des points communs encore à toutes les familles de l'extrême droite, à quelques exceptions près. Donc effectivement, la plupart des gens vont pouvoir se retrouver là-dessus, hein, peu importe d'où vous veniez. Ce sont des choses, des préoccupations partagées par toutes les familles qu'on évoque, et ça fait de F de Souche une sorte de carrefour où tous peuvent se retrouver, même si on voulait entrer dans la classification, on pourrait rattacher le site et son animateur Pierre Sautarel à une famille bien particulière, qui est celle des identitaires. Pour faire simple, ce sont des gens qui valorisent par-dessus tout les identités ethniques et culturelles de la France et de l'Europe. Oui, c'est ça. Donc, c'est difficilement attaquable, parce qu'effectivement, il prend des articles, donc des médias classiques, et c'est l'effet de saturation finalement qui donne le corpus idéologique du site. D'ailleurs, c'est intelligent, parce qu'il peut donc se présenter comme simple relayeur en fait finalement d'une réalité. C'est toute l'astuce du système qu'on doit bien reconnaître. C'est par là qu'il peut se présenter comme quelqu'un qui fait de la réinformation et pas seulement comme un simple militant, parce que il peut toujours dire que lui ne prend jamais la parole, que lui ne propose pas de programme particulier, en tout cas pas sur ce site, parce que sur les réseaux sociaux il s'exprime en son nom, et là ce qu'il veut lui-même est beaucoup plus explicite. Mais sur le site, vous avez effectivement l'impression d'être face à un site d'information, puisqu'il ne reprend que des contenus produits par d'autres sites d'information. Donc, ce qui fait la ligne politique du site, c'est la sélection de ces informations, et c'est le fait qu'elles aillent toutes, sans exception, dans le même sens. Donc vous avez rencontré Monsieur Soustelle. Alors qui est ce monsieur, et quel est un peu son parcours pour bien se présenter, le personnage? Oui, ce monsieur, c'est un jeune homme, hein, qui est dans sa trentaine, qui travaille dans l'informatique, hein, comme freelance, c'est-à-dire qu'il fait des contrats d'informatique, de maintenance depuis chez lui, je crois, qui est qui a été un militant du Front National et puis du MNR, hein, le mouvement qui avait été créé par Bruno Maigret après la scission en 1999. Il a ensuite été prestataire de service pour le Front National, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour le parti, toujours en matière d'informatique, un peu de communication aussi. Et puis, là, il semble un peu dégagé du militantisme classique, et puis il milite depuis chez lui via Internet. Et donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un perdreau de l'année, qui connaît la politique, qui connaît les appareils politiques, qui évidemment connaît très bien et Internet et l'informatique, et puis je dirais surtout quelqu'un d'extrêmement pragmatique. C'est quelqu'un qui a évidemment des idées assez arrêtées sur l'immigration, l'islam, peut-être sur ce à quoi devrait ressembler la France, mais c'est aussi quelqu'un qui a une grande souplesse sur la façon dont il faut faire pour toucher les gens. Par exemple, il résiste très bien à l'envie de poster sur Internet de longues diatribes ou des vidéos de lui en train d'expliquer ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Il a choisi ce moyen qui n'allait pas de soi, de relayer uniquement des informations produites par d'autres, de s'effacer derrière, ces faits apparemment incontestables qu'il est allé piocher ici et là. Et puis c'est quelqu'un qui a été parmi les premiers à recourir à la vidéo.
pour faire passer ces informations. Ça paraît évident aujourd'hui, mais quand il a commencé à le faire il y a plusieurs années, ça ne l'était pas encore tout à fait. Et lui s'est dit que peut-être que les gens, en rentrant chez eux le soir, plutôt que de lire un long article, ils auraient peut-être préféré regarder une petite vidéo de 2 minutes, que ce serait beaucoup plus efficace. Et donc il a commencé à le faire et il en a vu l'efficacité. Voilà. Et c'est donc quelqu'un qui est intelligent, pragmatique, adaptable. Voilà, ce qui en fait donc un militant tout à fait redoutable. Et donc, d'ailleurs, on en voit les effets puisque il a un pouvoir d'influence réel. Vous parliez en introduction de l'affaire Black M. Alors peut-être resituer l'affaire et montrer comment justement c'est à partir des informations de F de Souche qu'on a pu aboutir à l'interdiction de Black M au moment des commémorations de Verdun. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit bien comment la fachosphère peut avoir un pouvoir d'influence, y compris sur les médias traditionnels et sur les politiques publiques. Oui, l'affaire Black M, on va la resituer rapidement. On est au printemps dernier et à Verdun vont avoir lieu les commémorations du centenaire de la bataille de Verdun, qui a eu lieu durant la Première Guerre mondiale. Et en marge de ces célébrations doit avoir lieu un concert de Black M, qui est un rappeur, et auquel doivent assister des jeunes Français, des jeunes Allemands après les célébrations. Et il se trouve que Black M, il appartenait à un groupe autrefois qui s'appelait Section d'Assaut, et c'est un groupe qui avait dont les morceaux avaient des paroles parfois assez dures. Et dans l'un de ces morceaux, la France est qualifiée de pays de koufars, ce qui veut dire plus ou moins pays de mécréants. Et ça n'échappe pas à beaucoup de gens sur Internet, et notamment à la fachosphère, qui commence tout de suite à se mobiliser pour que Black M ne puisse pas faire son concert à Verdun. Et ce qui est intéressant, c'est le circuit qui se met en place et comment ce qui, au départ, n'était qu'une petite information trouvée dans la presse locale, le fait que Black M allait donner un concert, est devenu en quelques jours une affaire nationale. L'information, au départ, elle fait quelques lignes, ou un petit article dans un journal de l'Est de la France. Elle est aperçue sur Internet par quelqu'un qui le signale à Pierre Sautarel, le gérant de F de Souche. Celui-ci met l'information en ligne sur son site. D'un coup, elle acquiert une visibilité assez incroyable. Elle est donc reprise par d'autant plus de monde qui font monter l'information sur les réseaux sociaux et qui font qu'il est impossible ce jour-là de se connecter sur les réseaux sociaux sans la voir passer et puis surtout sans voir passer l'indignation de ceux qui la propagent. Et en arrivant sur les réseaux sociaux, elle arrive aussi sous les yeux de 2 catégories de personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, qui observent ce qui s'y passe en permanence, qui sont les personnalités politiques et qui sont les journalistes. Et donc, il se passe que d'une part, les personnalités politiques, ou en tout cas certaines d'entre elles, notamment à droite, ils voient un sujet et donc le reprennent à leur tour et lui donnent un nouvel écho. Et puis les journalistes, voyant à la fois que ça monte sur les réseaux sociaux et que ça monte parmi certains politiques, évidemment en font un sujet. Si on en parle, c'est qu'il faut en parler, si j'ose dire. Et donc voilà comment est-ce que on a une chaîne de transmission de l'information qui part d'un kidam ou de quelques kidams sur Internet et qui, parce qu'elle est traitée par un site qui a de la surface comme F de Souche, devient une affaire nationale. Et le résultat, c'est qu'en quelques jours, le concert était annulé. Des exemples comme ça, il y en a d'autres, en France et à l'étranger, et ils nous apprennent que la fachosphère, ça n'est pas l'affaire de quelques personnes qui seraient dans une espèce de bulle complètement coupée de la réalité, et qui finalement, feraient leurs petites affaires entre eux, sans avoir d'impact sur ce qu'on appelle le monde réel. Ce que ça nous dit, au contraire, c'est que ces gens ont aujourd'hui une capacité à influer sur le monde réel et à se constituer comme une force de pression, une sorte de lobby qui va essayer de peser sur les décisions publiques. Oui, d'autant plus que effectivement l'information est ensuite relayée, non pas forcément par l'extrême droite, enfin en tout cas ou le Front National qui a relayé l'information et qui s'est d'ailleurs attribué aussi cette victoire idéologique, mais elle a été reprise aussi par une bonne partie de la droite. Et c'est là que c'est intéressant parce que et d'ailleurs Soustelle le dit lui-même, son objectif, lui, c'est de gagner de la victoire idéologique sur la droite classique des Républicains et même de l'UDI. Absolument. Quand on dit qu'il est pragmatique,
Pierre Sautarel, ça va aussi dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui, bien qu'il ait été militant du Front National, aujourd'hui n'est pas enfermé dans une relation exclusive au Front National. Son but, c'est pas forcément de faire gagner Marine Le Pen, même si c'est sans doute ce que pour l'instant il souhaite. Son but, c'est de faire gagner ses idées. D'ailleurs, il lui arrive parfois de considérer que Marine Le Pen, par rapport à ces idées-là, elle va pas assez loin, elle est trop modérée, trop prudente. Donc si un jour il se trouve quelqu'un parmi la droite dite classique pour reprendre les idées de Pierre Sautarel en sera très content et peut-être que désormais il soutiendra plutôt cette personne que le Front National. Encore une fois, c'est quelqu'un qui se caractérise par son côté pragmatique. Voilà. Et donc il va d'abord aller là où ses intérêts, où ses idées sont les mieux servis. Oui, c'est intéressant parce que vous posez justement la question dans ces rapports justement au Front National, et on va venir juste après au Front National spécifiquement, qui est encore un cas très à part. Vous posez la question de savoir est-ce que finalement F de Souche est un allié du Front National ou est-ce que c'est un lobby qui essaye de s'exercer sur le Front National. Et on l'a vu notamment sur l'affaire avec, vous le rappelez, avec David Rachling sur la mosquée de Fréjus, et puis surtout il y a des oppositions aussi entre les membres de F de Souche et une partie du Front National, notamment ce que vous avez appelé, ou ce qui se sont d'ailleurs appelés eux-mêmes les NATREP. Alors oui. peut-être présenter justement ces conflits qu'il peut y avoir, cette détestation parfois, et sur ce caractère lobbying ou allié. Oui, bien sûr. F de Souche se présente lui-même comme un lobby. C'est le lobby des Gaulois ou le lobby des Français de souche, c'est-à-dire, pour faire simple, des Français blancs. Et donc, il soutient Marine Le Pen dans la mesure où, pour l'instant, Marine Le Pen est le meilleur instrument pour faire gagner ses idées ou une partie de ses idées. Voilà, c'est pas forcément la solution idéale pour lui, mais disons que c'est la moins pire. Mais il lui arrive, je l'ai dit, de juger que Marine Le Pen ne va pas assez loin, qu'elle fait trop de compromis. Par exemple, quelque chose qu'il ne cautionne pas au Front National, c'est lorsque Marine Le Pen dit que noir, blanc, musulman ou chrétien, un Français est un Français et qu'elle ne fait pas de différence entre eux. F de Souche, Pierre Sautarel, ne pense pas comme ça. Lui, il fait une différence selon qu'un Français soit blanc ou noir ou chrétien ou musulman. Voilà, pour lui, il y a une définition assez précise de ce qu'est un Français et de ce que n'est pas un Français. Et donc, sur ces sujets-là, il ne va pas hésiter soit à contredire Marine Le Pen, soit à souligner en passant ce que dit celle-ci, en sachant bien que ça ne plaît pas à beaucoup de ses lecteurs et que ses lecteurs ne sont pas d'accord avec ça. Et donc il va aussi essayer de faire pression sur le Front National pour infléchir ce que dit le Front National ou ce que fait le Front National. Et l'exemple que vous avez cité, celui de la mosquée de Fréjus, est tout à fait éclairant. On a à Fréjus un maire FN, David Rachline, qui, lorsqu'il faisait campagne, promettait de se battre pour que la mosquée qui était en construction n'ouvre pas. Et lorsque David Rachline est élu maire, finalement, il laisse un peu les choses se faire. On a l'impression qu'il n'a pas très envie d'aller se battre là-dessus, qu'il pense que ça lui apporterait plus de problèmes qu'autre chose. Et donc, voilà, il préfère laisser faire. Et F de Souche, s'en apercevant, publie un article avec des photos de la mosquée en train de se construire, en disant, voilà, David Rachline avait dit qu'il se battrait contre la mosquée, elle va bientôt ouvrir et ils sont en train de la terminer. Et il donne à cette affaire une telle publicité que ça finit par faire pression sur le maire de Fréjus, David Rachline, et qu'on voit à partir de ce moment-là recommencer à s'engager contre la mosquée et réouvrir un combat judiciaire contre la mosquée que pour l'instant d'ailleurs il n'a pas gagné. Mais voilà, on voit bien comment là, ce rôle de lobby de la part de F de Souche, non seulement s'exerce, mais s'exerce y compris contre le Front National. Et donc, on n'est pas dans une relation de subordination où F de Souche roulerait complètement pour le Front National, mais bien dans une relation d'utilité réciproque. Le FN a besoin ou a eu besoin de F de Souche à un moment pour relayer ses idées et faire sa communication sur Internet. F de Souche a besoin du Front National parce que pour l'instant c'est le meilleur instrument pour faire gagner une partie de ses idées, mais voilà, c'est quand même une relation extrêmement pragmatique où il y a des pressions réciproques qui s'exercent, et voilà, c'est quand même une relation qui est d'abord placée sous le signe de l'intérêt.
Oui, et puis donc parce qu'il a quand même une audience auprès en tout cas des électeurs de Marine Le Pen, de certains de ses cadres aussi dans la mouvance en tout cas plus identitaire du Front National. Mais aujourd'hui, force est de constater que Marine Le Pen a fait le choix d'une ligne politique qui s'éloigne de ces questions identitaires. Donc la relation est quand même très ambiguë. La relation est extrêmement ambiguë. Effectivement, Marine Le Pen a fait le choix d'une ligne qui, sur les questions identitaires, est nettement moins radicale que celle de Ève de Souche. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle y a complètement renoncé. Elle peut réactiver ce discours-là à tout moment, lorsqu'elle y aura intérêt. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, par exemple, sur la conception de la nationalité, est-ce qu'on peut être français et noir, français et musulman ? Marine Le Pen répond oui sans réserve. Ève de Souche répond non et lui reproche reproche d'avoir une vision administrative de la nationalité. Absolument. Voilà. Donc c'est vrai que à cet égard-là, Marine Le Pen non seulement s'éloigne d'Ève de Souche, mais s'éloigne aussi sans doute de ce que pense une bonne partie des militants du Front National. Après, elle le fait pour des raisons stratégiques. Elle essaie de faire venir d'autres électeurs au Front National, et elle le fait peut-être en se disant que ces militants ne sont pas dupes et savent très bien que au fond la conception que se fait le Front National de ces questions-là n'a pas changé ou seulement pour la vitrine. Alors justement, on va peut-être faire un focus un peu plus important sur le Front National parce que c'est intéressant parce que là on n'est plus dans un groupuscule, on est vraiment dans un parti installé et qui a su très tôt utiliser ses moyens numériques. Il a été le premier parti à mettre en place, à avoir recours au Minitel, le premier parti à avoir recours à mettre en place un site internet. Et d'ailleurs, la question du numérique se traduit, et vous le montrez très bien, aussi dans son programme politique, où on s'attendrait à avoir du conservatisme sur ces questions-là, mais finalement, Marine Le Pen aujourd'hui arrive avec un programme que ne renierait pas, et vous le dites, le parti pirate dans d'autres... Oui. C'est vrai qu'on peut se dire que, à première vue, mais vraiment avec un regard très superficiel là-dessus, que parti d'extrême droite et Internet, parti d'extrême droite et la modernité technologique, a priori ça n'a pas grand-chose à faire. Mais penser comme ça, c'est confondre la fin et les moyens. C'est-à-dire que il y a une fin politique, un objectif politique qui peut être la réaction ou la conservation, mais pour y arriver, il y a des moyens qui peuvent tout à fait être modernes, aussi modernes qu'Internet, que les réseaux sociaux, etc. Et donc le FN, effectivement, pour arriver à ses fins, a utilisé des moyens parfois d'avant-garde, et on raconte notamment qu'il a été le premier parti à avoir un site internet. C'était, je crois, alors la date m'échappe pour le coup, 94 ou 96, c'était en tout cas quelques jours 96. Avant les Verts, et ils ont lancé leur propre site pour diffuser leur message directement aux électeurs. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la méfiance vis-à-vis des médias. Il y avait l'idée que tant que les médias feraient office de filtre entre le Front National et le public, ça ne marcherait pas, et que pour que le message passe, il fallait pouvoir s'adresser directement aux électeurs, en contournant, en passant par-dessus la tête des intermédiaires, des journalistes. Et donc ce site, il est lancé pour ça, pour que les gens, plutôt que de devoir écouter la radio et entendre un journaliste poser des questions à Jean-Marie Le Pen à l'époque, en quelques clics, puissent aller d'eux-mêmes consulter le programme, et puis, ce faisant, tomber sur l'image que le Front National veut donner de lui-même, et pas celle qu'on donne de lui à sa place. Voilà, c'était ça le raisonnement. Et puis, ça n'a jamais cessé. Le Front National a toujours mis un gros accent sur les outils Internet, les outils numériques. Il le fait encore aujourd'hui. Par exemple, ces derniers mois, on a vu Marine Le Pen ouvrir un blog. On l'a vu faire des interviews vidéo en direct sur Facebook. Voilà, il le fait aujourd'hui, mais le problème pour lui, c'est que d'abord, il y a eu un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'avec le temps, tous les partis ont quand même fini par s'y mettre à Internet. Et puis, surtout, par s'y mettre avec parfois plus de moyens que le Front National, qui n'en a pas toujours eu beaucoup. Et puis, on a parfois aussi l'impression que finalement, le Front National s'est un peu normalisé, notamment dans les médias, et donc l'argument selon lequel avant on n'était pas assez visible dans les médias, et donc qu'il fallait passer par Internet, il perd un peu de sa force. Oui, c'est que la nécessité n'est plus aussi importante. Dans les matinales, on a peut-être moins besoin de surinvestir Internet.
Tout à fait. Mais alors, par contre, Internet, alors ça a été formidable pour le Front National, effectivement, à une période où il n'était pas ou peu invité dans les médias traditionnels. C'est aussi une arme à double tranchant pour eux, parce que effectivement, ça leur permet d'avoir une parole directe avec l'électorat, mais ça a aussi permis, à leur grand malheur, de montrer aussi un visage qu'ils ne veulent plus montrer, c'est-à-dire que certains candidats ont pu avoir un certain nombre de dérapages, et parmi leurs cadres également, puisque c'est par Internet que ce qu'est né aussi la scission ou l'exclusion de Jean-Marie Le Pen à cause de sa parole libre et notamment de son journal de bord. Quand vous montrer tel que vous êtes vraiment, c'est que parfois ça arrive et donc ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le FN voulait renvoyer une image très positive de lui-même, sauf que c'est sur Internet aussi que certains de ses militants et parfois certains de ses dirigeants ont renvoyé une très mauvaise image du parti. Lors des départementales de 2015, il y a eu toute une série de candidats du Front National qui se sont distingués par leurs propos sur Internet, qui étaient des propos parfois racistes, parfois antisémites, parfois homophobes, souvent extrêmement explicites et violents, et qui ont été à l'époque relevés par beaucoup de médias. Et ça, pour le Front National, ça a été très compliqué à gérer, parce que tout ça se passait par Internet, et tout ça se passait parce qu'il y avait des militants qui allaient dire le fond de leurs pensées sur Twitter ou sur Facebook. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça quand on est un parti qui, depuis des années, présente Internet comme un grand instrument de liberté et de transparence? Comment est-ce que vous gérez une situation dans laquelle Internet devient un danger parce que vos militants, ou certains d'entre eux en tout cas, ils postent tout ce qui leur passe par la tête? C'était très compliqué à gérer. Et c'est effectivement aussi sur Internet que Jean-Marie Le Pen a eu certains mots malheureux. Par exemple, lorsqu'il a évoqué l'idée de faire une fournée de certains de ses opposants politiques. C'était dans une vidéo postée sur son journal Internet. De bord. Et donc le Front National a un peu de mal avec ça. La réponse qu'il a pour l'instant apportée, un peu en contradiction avec son discours habituel, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'il continue à utiliser Internet et à inciter ses candidats à s'en servir, mais en les contrôlant de très près, en contrôlant notamment tout ce qu'ils vont aller écrire sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de personnes au siège du FN ou ailleurs, dont le travail parfois est d'aller un peu vérifier ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. C'est et puis lorsque web. Vraiment ça déborde trop de la ligne, de le signaler pour que l'auteur des propos en question soit sanctionné, voire exclu du parti. Voilà. Oui, il y a cette surveillance. Donc on est sur une espèce d'entre-deux très compliqué à gérer, où il faut à la fois continuer à expliquer qu'Internet c'est fantastique et qu'avec ça on va contredire toutes les méchancetés que les médias disent sur le Front National, et à la fois assumer que Internet, c'est aussi l'endroit où beaucoup de gens du Front National renvoient une image déplorable du parti. Alors une cellule Internet, effectivement, pour surveiller les candidats et parfois certains militants. Le contrôle, il date pas non plus, il est pas récent, hein. Vous l'expliquez également par rapport aux vidéos que pouvait poster Jean-Marie Le Pen au moment de son journal de bord, qui a été, et on le sent bien, la hantise de Marine Le Pen de voir son père pouvoir avoir une parole libre sur Internet, et qui demandait à ce que des parties de ses vidéos soient coupées avant d'être mis en ligne sans qu'il soit au courant. Oui. Le FN, c'est ça qui est paradoxal. D'une part, il va dire pique-pendre des médias traditionnels, des journalistes, de moi, de vous, des autres. Et d'autre part, pourtant, il semble n'avoir jamais été autant obsédé par l'image qu'il renvoie dans les médias. Et parce qu'évidemment, il est en train d'essayer d'élargir son électorat, de présenter une image plus respectable. Et donc, autant on fait mine de détester les médias, ou en tout cas de les critiquer très fortement, et autant ce que disent les médias du Front National semble avoir pour eux plus d'importance que jamais, et devoir toujours être suivi d'efforts supplémentaires pour se présenter comme respectable et dédiabolisé. C'est un grand paradoxe. Mais c'est aussi, est-ce que vous diriez aussi que c'est parce que il y a quand même une mutation aussi dans ce parti, et notamment des oppositions très vives, et qui d'ailleurs transparaissent sur Internet, sur les réseaux sociaux, entre des membres
des membres des différentes familles du Front National. Alors officiellement, on sait bien que eux disent qu'il n'y a qu'une ligne et que tout le monde est derrière la présidente, mais enfin, on voit quand même des propos extrêmement violents entre leurs propres membres, d'une partie qui voudrait mettre fin au Front National et partir sur autre chose, un mouvement souverainiste plus républicain en tout cas, et d'autres qui affirment cette mouvance identitaire. Est-ce que vous croyez que, là on déborde un petit peu du sujet du livre, mais on retourne sur votre premier livre sur l'histoire du Front, est-ce que vous diriez que ce mouvement peut encore avoir une cohérence et peut arriver à une scission parce qu'il y a quand même des oppositions internes très fortes, et on s'imagine que si le résultat à la présidentielle de Marine Le Pen n'est pas à la hauteur de leurs espérances, eh bien il peut y avoir une remise en cause de la ligne et de l'actuelle direction du Front. Oui, moi je crois qu'il peut avoir encore une cohérence, pour deux raisons. La première, c'est que il y a des désaccords sur les sujets que vous mentionnez, notamment sur les questions économiques et sur les questions sociétales, mais il y a accord relatif sur les questions essentielles que sont l'islam et l'immigration. Et ça, c'est quand même le point essentiel, c'est le point prioritaire pour l'électorat du Front National, c'est le point de programme historique du Front National, et quelles que soient les divergences des uns ou des autres, là-dessus, ils vont se retrouver. Donc le Front National est un peu à l'image des autres partis, que ce soit le PS ou LR. Y cohabitent des gens parfois très différents, mais qui se retrouvent sur des points essentiels, et ces points-là, souvent, ça suffit à assurer la cohésion du mouvement. D'autre part, comme d'autres partis, comme tous les partis, en fait, le Front National est en train de se transformer en écurie présidentielle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, plus ça va et plus l'objectif central, c'est gagner l'élection présidentielle. Et donc, tous se ranger derrière la candidate qui fera pour le parti le meilleur score possible, qui est aujourd'hui Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen est un facteur d'union très fort au Front National. Donc parce qu'il y a des points d'accord sur certains thèmes que sont l'immigration et l'islam, et parce que tout le monde se retrouve sur la figure de Marine Le Pen, ça tient pour l'instant. Et bon, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mais je pense que ça devrait encore tenir un peu. Cela dit, ça va beaucoup dépendre justement du résultat que fera Marine Le Pen à la prochaine présidentielle. Si ce résultat est satisfaisant, voire excellent, il n'y a pas de raison que le parti explose, puisque ça fait de nouvelles responsabilités, de nouveaux mandats à distribuer, de nouveaux moyens pour le parti aussi. Si le score est décevant, en revanche, il y aura, comme partout, la recherche de responsabilité, et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on pourrait voir s'exacerber les tensions que vous avez remarquées, et qui pour l'instant existent, mais voilà, se maintiennent à un certain niveau de discrétion. Ce sont des tensions de basse intensité qui se font le moins visibles possible, et que le parti espère pouvoir tenir un peu sous l'été noir pour l'instant. Donc voilà, on va arrêter là sur le Front National, parce qu'il nous reste très peu de temps, et il y a un autre sujet que j'aimerais aborder. On n'aura pas le temps de voir toutes les familles de la fachosphère que vous avez présentées dans votre livre. Juste une dernière, parce que elle a été très visible, c'est toute la sphère soralienne, Dieudonné, Soral, etc., où quelle est leur spécificité? Alors eux, c'est essentiellement l'antisémitisme, mais comment ils ont réussi à avoir une telle audience, et surtout comment, et vous le montrez très bien, ils mettent en place une espèce de contre-culture par des symboles, par des actes. Et voilà, comment cette sphère se présente, quelle est leur spécificité, et surtout. Vous parlez de la sphère soralienne en particulier ou de l'ensemble de la famille? Essentiellement soralienne, avec égalité et réconciliation, puisque c'est essentiellement là qui se manifeste sur Internet. La sphère soralienne, c'est vraiment quelque chose d'un peu à part. Autant il y a beaucoup de passerelles entre les autres familles dont on parle, autant celle-là, les passerelles existent, mais on est presque sur une autre planète, à bien des égards. D'abord, la personnalité de ces deux animateurs, Alain Soral et Dieudonné. Alors Dieudonné, ancien humoriste, anciennement engagé contre le Front National d'ailleurs, mais qu'on a retrouvé il n'y a pas si longtemps en train de poser sur des photos ou lors de spectacles avec des représentants du Front National. Alain Soral, lui aussi ancien membre du Front National, mais paraît-il passé autrefois par le Parti communiste, et puis aujourd'hui vraiment personnage assez intrigant de cette sphère, avec un discours
un peu confus, où se retrouvent mélangées des références à toutes les traditions de l'extrême droite, avec une grosse dose d'antisémitisme, une grosse dose de complotisme, des références à la monarchie, au christianisme, quelques clins d'œil envers l'islam. Enfin, ça fait un ensemble pas toujours très cohérent. Et puis aussi des ambitions commerciales assez importantes, puisque le site d'Alain Soral, c'est surtout une grande boutique en ligne où on est invité à payer pour voir les vidéos, à acheter des livres, à acheter des DVD, à acheter toutes sortes de produits dérivés qui vont du vin au matériel de survie. Et c'est enfin une petite famille qui se caractérise parce qu'elle a effectivement créé une sorte de contre-culture avec des références de langage, avec des références gestuelles. Et là, je pense par exemple à la quenelle, qui est ce geste dont il a beaucoup été question ces dernières années et qui est un peu un signe de ralliement pour cette famille-là. Et voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très particulier. Et pourtant quelque chose qui a rencontré un certain succès populaire, notamment dans une partie de la jeunesse. Voilà, vraiment une famille assez intrigante, et alors qui se distingue beaucoup des autres par son antisémitisme notamment. Alors ça, pour le coup, quand on parlait des différences internes à la fachosphère, la question de l'antisémitisme est assez importante parce que ça va être un vrai point de clivage, par exemple entre Alain Soral et Pierre Sautarel de F de Souche. Pierre Sautarel, lui, voilà, on est sur une ligne qui est plutôt pro-Israël, pro-sioniste, ou en tout cas qui regarde d'un œil assez bienveillant Israël et les Juifs, parce que finalement on partage avec eux un ennemi commun, qui est l'islam radical. Alain Soral est sur une ligne tout à fait opposée. Alors ils ont ici effectivement, vous parliez de la quenelle, à diffuser cet élément, ce geste de ralliement, qui a été d'ailleurs repris, y compris par des gens qui n'en connaissaient pas la signification, et c'est peut-être là leur efficacité entre guillemets, c'est qu'ils ont vraiment réussi à s'installer et à installer auprès de la jeunesse un discours. Alors ils habillent leur discours. C'est vrai que il y a, comme vous dites, il fait référence à plusieurs traditions de l'extrême droite très différentes, qui parfois s'opposent, mais qui l'articulent au sein d'un discours qui est faussement sophistiqué, quoi. Enfin, qui s'articule bien à l'oreille, en tout cas à l'oreille de ceux qui l'écoutent, mais qui finalement relève de grosses incohérences. Oui, absolument. Soral, on a l'impression qu'il s'agit beaucoup de faire étalage du plus de références possible, mais que ce sont des références assez mal digérées et qu'on agglomère, voilà, sans grand souci de leur cohérence. Voilà. Mais alors la question qu'on devrait se poser, c'est comment faire pour leurs adversaires justement pour contrer la contre-culture en quelque sorte. Comment on se bat sur Internet, comment on peut faire pour justement... C'est une question compliquée à plus d'un titre. D'abord parce que mon co-auteur David Doucet et moi, on a choisi de ne pas l'aborder, tout simplement. Qu'on a commencé par dire que notre démarche, elle était informative et qu'on était là, non pas pour juger ces gens, mais pour comprendre comment ça marchait. Et ça impliquait aussi que on n'était pas là pour donner une série de recettes à leurs adversaires, pour dire comment faire pour battre ces gens. Voilà, on peut pas être à la fois dans une démarche un peu objective d'enquêteurs et dans une démarche de militants qui vont donner des recettes pour aller contredire un tel ou un tel. Voilà, donc on s'est tenu un peu loin de ce terrain-là. Cela dit, ce qu'on peut commenter, c'est que le grand avantage, à mon avis, de la fachosphère sur ses opposants, c'est d'avoir une vision du monde, c'est-à-dire d'avoir un système d'idées et de représentations qui explique ce qui se passe dans le monde, aussi bien en bas de chez vous qu'à l'autre bout de la planète, voilà, et qui s'articule autour de quelques grandes notions, à la fois générales et assez simples à saisir, qui sont les notions de frontières, d'identité, voilà. Et ça, c'est quelque chose dont me semble aujourd'hui dépourvu les adversaires de l'extrême droite, et je pense notamment à la gauche, c'est-à-dire la capacité à avoir quelques idées clés, quelques concepts autour desquels on va pouvoir construire une vision du monde. Alors bien sûr, je ne dis pas que ces gens sont absolument perdus, mais je dis qu'il y a aujourd'hui à gauche, peut-être à droite aussi, une confusion sur les objectifs à atteindre, sur la façon dont il faut lire et comprendre ce qui se passe autour de nous.
et que ça place les adversaires de l'extrême droite dans une position d'infériorité par rapport à celle-ci. Et je dirais que c'est peut-être là-dessus, c'est-à-dire sur les idées, qu'il faut commencer par travailler, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit ressurgir un peu partout aujourd'hui l'idée d'une bataille culturelle qu'il faudrait mener, c'est-à-dire que quand on utilise cette expression culturelle, on sous-entend qu'il ne suffit pas de réfléchir à des mesures concrètes qui seraient le taux d'imposition. Oui, c'est ça. De sortir du discours de gestionnaire pour remettre de la politique au centre de la politique. C'est ça. L'idée qu'on se fait du monde, la façon dont on l'explique. Voilà. Peut-être qu'on a affaire à une famille d'extrême droite qui s'est beaucoup posé cette question-là, tandis que ses opposants, eux, notamment parce qu'ils étaient aux affaires, c'est-à-dire parce que eux avaient le pouvoir, se concentraient sur des questions à la fois beaucoup plus concrètes, mais qui peut-être aussi les éloignaient de cette nécessité, à savoir donner aux gens une explication à ce qui se passe autour d'eux, donner du sens à ce qu'on fait, montrer où on va. Voilà. Alors ça, c'est pour l'extrême droite le fait, et je ne suis pas certain que ses adversaires le fassent. Alors ça, c'est pour le volet politique, mais comme on l'a dit, il y a aussi une détestation des médias et aujourd'hui, des médias traditionnels. Et aujourd'hui, on le voit dans la population. Si le politique est décrié, les médias aussi, à plus de 55% des Français n'ont pas confiance dans le système médiatique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire du côté des journalistes justement, et que ça n'interpelle pas en tout cas les médias traditionnels, et là c'est évidemment aux professionnels du journalisme que je m'adresse. Si, absolument. C'est d'ailleurs une question qui s'est beaucoup posée après la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Il y a eu un débat parmi les journalistes pour savoir pourquoi est-ce que personne, ou pas grand monde en tout cas, n'avait vu venir ça. Et l'une des réponses apportées a été que les journalistes, beaucoup d'entre eux étaient coupés du terrain, coupés peut-être d'une partie de leurs concitoyens, d'une partie du pays, parce que pour des raisons qui s'expliquent d'ailleurs, nous travaillons pour la plupart dans les grandes villes, souvent dans le centre des grandes villes, parce que on prête beaucoup d'attention à des sondages qui parfois se trompent, pour des raisons peut-être qui tiennent à la sociologie, pour des raisons politiques, ça peut arriver également. Voilà, donc il y a une grosse remise en question. Très sincèrement, ce serait un peu présomptueux de ma part d'apporter des réponses définitives. Il n'en est pas. Et puis d'ailleurs, je suis sans doute pas exempt des critiques que la profession se fait parfois à elle-même. Mais effectivement, un travail de reconnexion avec le terrain et avec les gens me semble assez nécessaire. Et puis peut-être aussi résister à la tentation du jugement permanent pour être plus dans le récit des faits. Il me semble que ça pourrait être un bon début. Voilà, et ce sera le mot de la fin. On a plus le temps d'aborder d'autres questions. C'est évidemment un sujet qui pourrait faire l'objet de plusieurs émissions. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je recommande vivement ce livre, La Fachosphère, donc comment l'extrême droite remporte la bataille du net, aux éditions Flammarion. Je vous recommande aussi l'histoire du Front National, publié également par Dominique Albertini et David Doucet, qui est dans la même veine, l'analyse sans jugement moral, mais voilà, où on présente les faits. C'est vraiment un beau travail. Est-ce que d'ailleurs, dernière peut-être question rapide, est-ce que vous prévoyez une réédition de l'histoire du Front National pour inclure les... C'est une question à poser à notre éditeur. Ça justifierait, en tout cas, vu les développements qui ont eu lieu depuis qu'on l'a écrite. Pour mémoire, quand elle est sortie, Jean-Marie Le Pen était toujours président du Front National. Donc il y aurait évidemment au moins un gros chapitre à rajouter là-dessus, et sans doute un deuxième après la prochaine élection présidentielle. Voilà. Et donc je signale aussi à nos auditeurs que vous animez un site qui s'appelle L'œil sur le front, auquel vous décryptez, vous analysez les mouvements de l'extrême droite. J'aurais voulu l'aborder dans cette émission, mais nous n'avons plus le temps. J'espère peut-être que vous accepterez de faire une autre émission sur ce thème. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue.
Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà